Perrine? Attendez un instant, voilà. Nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci à tous les intervenants d'être là. Michel, vous nous entendez, vous nous voyez? Ça y est, à présent, je vous vois et je vous entends. Alors, si vous avez la gentillesse d'éloigner le téléphone, parce qu'on ne voit que votre front, très agréable au demeurant. Alors, attendez. Voilà, peut-être posez-le. Voilà, magnifique. Ah, mais moi, je ne vois plus rien, mais bon. Vous nous entendez? Bon. Je vous entends. Parfait. Pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Frédéric, je suis en charge d'animer ce webinaire. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la fabrication de ce webinaire. Pour celles et ceux qui viennent se connecter, mettez-vous sur Google Chrome si vous avez des problèmes de son ou d'image. Google Chrome, vous copiez-collez le lien qui vous a été envoyé et vous le mettez sur le navigateur Google Chrome. Voilà. Et mettez des écouteurs pour avoir un meilleur confort. Stéphanie, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue dans ce webinaire donc consacré à la question de la fin de vie. On l'avait intitulé fin de vie, fin du débat. Fin du débat, c'est une question à laquelle je vais répondre moi-même. A priori, non, puisque le gouvernement a présenté tout récemment son projet de loi sur la fin de vie, qu'il a ouvert pour la première fois donc en France une possibilité d'aide à mourir et qu'il a annoncé dans la foulée le déploiement d'une stratégie décennale pour développer les soins palliatifs et les soins d'accompagnement. Voilà, donc en quelques mots, les règles de fonctionnement, vous allez pouvoir poser les questions qui vous intéressent dans le chat, et puis on les regroupera et puis on les posera aux intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Peut-être si les intervenantes, puisque ce ne sont que des femmes, quand je vous présente, faites un petit signe de la main pour qu'on vous repère. Donc notre première intervenante est Milena Mallio, philosophe, qui travaille à l'Institut La Personne en médecine, qui a écrit une thèse et beaucoup travaillé sur l'éthique de la sacralité de la vie et l'éthique de la qualité de vie. N'ayez pas peur, ça veut tout simplement dire qu'elle a étudié l'évolution des débats sur la fin de vie, parce que c'est un débat très ancien, hein, on en parle beaucoup depuis un an, mais en fait, c'est un débat qui date, me disait Milena, de 1870. Et donc, elle pourra nous apporter son éclairage sur les arguments éthiques, philosophiques qui ont parcouru ces débats sur ce sujet, et peut-être nous dire aussi si elle a vu apparaître de nouveaux arguments ces dernières années. Notre deuxième intervenante est Véronique Fournier. En bas à droite, cardiologue, médecin de santé publique. Véronique a également présidé le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie à sa création, et elle a surtout fondé le Centre d'éthique clinique de l'AP-HP, une structure qui a pour vocation d'apporter une aide à la décision médicale dans des situations posant des questions difficiles sur le plan éthique. Et cette structure a été et est encore fréquemment sollicitée pour des situations de fin de vie. Donc elle pourra nous apporter son éclairage et son expérience pour incarner les enjeux qui entourent le projet de loi que nous sommes en train de discuter. Michel Lévy-Soussan, en bas, Michel, faites un petit signe de la main. Et médecin responsable de l'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs depuis 25 ans. Elle pratique également l'accompagnement récit-thérapie. Elle pourra peut-être nous en dire un petit peu plus. Et elle pourra apporter son éclairage et sa vision en ce qui concerne l'avenir des soins palliatifs, leur articulation avec les soins d'accompagnement et avec possiblement donc une future aide à mourir. Ce sont des questionnements importants au sein de notre réseau. Donc merci beaucoup Michel d'être présente. Merci. Et puis Perrine Galmiche, qui est doctorante en santé publique et qui a surtout beaucoup travaillé sur les législations sur l'aide à mourir dans le monde. Elle a écrit un panorama pour répertorier et analyser ces différentes législations. On parle beaucoup pour notre modèle d'un modèle français de la fin de vie. Donc, ce que je comptais proposer pour vous laisser le temps de poser vos questions, c'était que Perrine nous brosse un petit peu à grands traits déjà ce que prévoit notre projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Et juste avant de lui laisser la parole, je voulais rajouter deux petits mots. Déjà me présenter. Moi, je suis Stéphanie Pierre. Je
suis chargée de plaidoyer à France Asso Santé sur la fin de vie, notamment. France Asso Santé est très engagée sur ce sujet pour porter la voix des personnes malades et de leurs proches. On a beaucoup travaillé avec les associations, mais les délégations en région organisent aussi régulièrement des webinaires, des événements. Voilà, donc, pour vous dire que nous sommes tous très, très concernés et engagés sur ce sujet. Et le service formation me charge également de vous faire savoir qu'il y a une formation défendre les droits des usagers en fin de vie pour les représentants d'usagers qui s'ouvre le vendredi 28 juin. Voilà, et vous avez également Frédéric qui est avec nous et qui animera un petit peu vos questions. Juste un petit commentaire, quelques secondes. Ne vous inquiétez pas, il y aura un replay pour celles et ceux qui veulent revoir ou n'ont pas le temps de voir la totalité du webinaire. Il y aura un replay qui sera disponible très prochainement sur le site dédié, soit sur France Asso, soit sur d'autres sites. On vous en dira plus le moment venu. En tout cas, il y aura un replay, une rediffusion. Merci. Voilà, Perrine, peut-être pour commencer, et puis surtout n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Perrine, est-ce que tu peux nous présenter rapidement un petit peu ce que contient le projet de loi et peut-être mettre en relief en quoi il est si français que ça? Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir pour ce webinaire. Donc, où je vais vous présenter rapidement ce qu'il y a dans ce projet de loi, et puis peut-être les questions vont permettre de clarifier un peu plus les différences avec les différentes législations dans le reste du monde. En tout cas, à l'heure actuelle, le projet qui est présenté et qui va être débattu à l'Assemblée nationale, il est composé de 2 parties. Comme vous le savez certainement, la première, elle concerne le renforcement des soins d'accompagnement et les droits des malades. L'idée des articles dans cette partie étant de redéfinir les soins palliatifs en soins d'accompagnement, pour y intégrer non pas seulement des soins médicaux, mais aussi des soins de support et des soins de confort, de parler de tout ça en même temps. Elle contient aussi l'idée de création de maisons d'accompagnement qui serait le relais entre le domicile et l'hôpital, structure d'aval qui aujourd'hui n'existe pas ou peu pour des patients en fin de vie. Et finalement, cette partie propose aussi des mesures pour améliorer tout ce qu'on regroupe sous le terme d'anticipation, avec l'idée de développer des plans personnalisés d'accompagnement dès le diagnostic de maladies graves et incurables, par exemple, des dispositifs de coordination du parcours de soins, et puis la possibilité d'inscrire ces directives anticipées dans mon espace santé. Donc ça, c'est la première partie du texte. La seconde concerne plus spécifiquement l'aide à mourir. Et donc là, elle va être structurée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, on y retrouve les 4 parties qu'on retrouve dans toutes les lois à l'étranger sur l'aide à mourir, c'est-à-dire une partie de définition, qu'est-ce qu'on autorise, des critères d'éligibilité, des garde-fous et des modalités de contrôle. Et puis, on verra qu'elle y ajoute aussi beaucoup d'articles de procédure et puis une clause de conscience individuelle, bien évidemment. Pour faire rapidement la définition qui est proposée dans ce texte de loi de l'aide à mourir, et je vais vous la lire parce que je ne la connais pas par cœur, c'est que l'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition à une personne qui en a exprimé la demande d'une substance létale dans les conditions et selon les modalités prévues, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'elle désigne. Ce qu'on peut dire rapidement sur cette définition, c'est que donc on a une ouverture vers le suicide assisté, qui est la possibilité pour un médecin de prescrire et de la personne de s'auto-administrer la substance létale. Et si elle est dans l'incapacité physique de le faire, alors un tiers peut administrer la substance. C'est un modèle qu'on retrouve seulement en Australie, ailleurs dans le monde. Sinon, les pays laissent la modalité au choix du patient et à son professionnel de santé, bien sûr. Ou alors, elle n'autorise que la prescription de la substance létale et l'auto-administration par le patient. Donc, c'est seulement en Australie qu'on retrouve ça, sachant qu'en Australie, il n'y a pas la mention qu'une autre personne que le médecin puisse administrer cette substance. Donc, on a une originalité ici du fait que l'infirmier, voire une personne volontaire désignée, puisse administrer cette substance. Les conditions d'accès rapidement qui sont prévues dans le texte aujourd'hui, la personne doit être âgée d'au moins 18 ans, être de nationalité française, être atteinte d'une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme,
présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d'arrêter de recevoir des traitements. Et enfin, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L'originalité ici dans les critères d'éligibilité, c'est cette notion de court ou moyen terme, et on pourra en rediscuter puisque généralement, soit les lois ne précisent pas de durée du pronostic vital, soit elles conditionnent ce pronostic vital engagé à 6 ou 12 mois, donc avec une durée définie dans la loi. Sur les garde-fous et les obligations qui incombent aux médecins, on retrouve ce qu'on retrouve à l'étranger, c'est-à-dire l'obligation pour le médecin d'informer la personne de son état de santé, des autres dispositifs d'accompagnement possibles, dont les soins palliatifs, l'obligation pour le médecin d'évaluer les conditions d'éligibilité et d'évaluer la demande, et l'obligation de consulter au moins un autre médecin qui doit également rencontrer le patient et donner son avis. L'originalité ici est qu'on ajoute la consultation d'un soignant obligatoire, ce qui n'est pas présent dans les autres textes de loi à l'étranger. Et puis enfin, la loi prévoit les modalités de contrôle et d'évaluation de la pratique. Elle prévoit un modèle de contrôle a posteriori, c'est-à-dire basé sur la déclaration du médecin une fois qu'il aura effectué l'acte, donc une déclaration qui justifie d'avoir rempli les différents moments de la procédure préconisés par la loi. Et donc, comme je vous le disais, la loi ajoute aussi des éléments de procédure, et on pourra y revenir, sur des délais, notamment 15 jours pour le médecin suite à ce qu'on lui ait déposé une demande pour y répondre, puis des modalités sur la préparation de la substance, par exemple, et puis on a un article dédié à la clause de conscience individuelle, à la fois des médecins et des soignants, qui n'ont donc aucune obligation de s'inscrire dans l'aide à mourir s'ils y voient une opposition basée sur leurs valeurs personnelles. Rapidement, voilà ce qu'on trouve dans ce texte. Vous avez coupé votre son, Stéphanie. Remettez votre son. Je remerciais Perrine et je disais qu'il y avait donc déjà un certain nombre de questions. Oui. Frédéric, je te laisse prendre la main. Oui, les premières questions concernent les maisons. Comment seront organisées dans les maisons spécialisées, dans les maisons d'accompagnement, comment seront organisées est-ce que c'est déjà envisagé dans les maisons d'accompagnement, s'il y a des financements et puis, ce que j'ai repéré aussi, c'est à quel type de besoins ces nouveaux établissements pourraient répondre. Ouais. Peut-être que Michel a des éléments à nous apporter. Il faudra remettre le son. Oui. Je me dis que pour les maisons d'accompagnement, je partagerai bien également avec Véronique pour tout ce qui est, puisque c'est un dispositif tout à fait innovant pour répondre effectivement aux besoins de patients qui ne peuvent pas être maintenus chez eux à la maison, même s'ils ont des proches présents, et qui ne nécessitent pas un accueil hospitalier. Donc, ça serait un lieu de vie et d'accompagnement dans la fin de vie. Tu demandais, Perrine, pour quel type de patient, quelle situation, c'est ça, clinique? Oui, tout à fait. Pourquoi en fait introduire ce nouveau modèle d'établissement, à quel type de besoins qui ne seraient pas couverts ils répondent? Oui, bon, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire, je pense que c'est important. D'abord, on aura l'occasion d'y revenir, mais ce texte de loi est vraiment ambitieux pour aussi sortir l'accompagnement de fin de vie de seuls soins médicaux et techniques, pour le mettre aussi dans la société, dans l'espace social. Et donc là, il s'agit de patients qui ne peuvent pas être chez eux et pour autant qui ont besoin d'être accueillis dans un lieu de vie, de fin de vie. Peut-être Véronique, tu voudrais compléter? Écoute, merci de me passer la parole. Oui, il me semble qu'on avait effectivement eu plusieurs témoignages de ce type quand j'étais au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, du reste avec un certain nombre d'entre vous, de personnes qui étaient dans des unités de soins palliatifs, mais qui, au bout de quelques jours dans ces unités, s'étaient stabilisées. Et donc l'unité de soins palliatifs qui voulait libérer des lits pour prendre d'autres situations un peu moins stables et un peu plus compliquées, essayait de sortir ces patients de l'unité. Et parfois, les renvoyer chez eux, c'était vraiment extrêmement délicat.
Et effectivement, elle demandait, ces unités de soins palliatifs, d'avoir des lits d'aval, quoi, d'avoir des structures d'accueil pour prendre leurs patients quelque temps et en disant on les reprendra quand ça se réaggravera à nouveau et pour la toute fin. C'était ça, moi, je crois qu'on avait compris qu'il y avait comme besoin. C'est-à-dire, finalement, vous savez que les unités de soins palliatifs, en général, ne peuvent pas garder leurs patients beaucoup plus que 3 semaines. Donc, en gros, si la fin de vie doit durer un peu plus que 3 semaines, eh bien, volontiers, les unités de soins palliatifs essayent d'envoyer les patients ailleurs, quitte à les reprendre en toute fin de parcours. Voilà ce que j'ai compris. Merci Véronique. Alors dans les autres questions, il y en a deux peut-être, je pense, qui peuvent être intéressants à traiter tout de suite. Peut-être d'ailleurs que Milena va pouvoir nous apporter son éclairage en premier. Il y a eu un commentaire disant qu'une partie du corps soignant avait fortement exprimé son refus de faire mourir. Alors on a beaucoup entendu les médecins parler du serment d'Hippocrate et de l'interdit de tuer. Donc peut-être que Milena, tu pourrais nous dire 2 mots un petit peu sur comment historiquement cet interdit s'est construit et a évolué. Et ensuite, dans un second temps, il y a pas mal de questions sur les maladies qui seraient peut-être exclues. En tout cas, les personnes s'interrogent du projet de loi et notamment les maladies neurologiques. Donc, je pense que les autres intervenants pourront rebondir sur ce second point. Mais d'abord, Milena, peut-être. Oui, merci beaucoup. Donc, merci de l'invitation. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, on évoque souvent les serments d'Hippocrate comme argument pour s'opposer à l'euthanasie en disant que les médecins ne peuvent pas donner la mort. Mais donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a tout un débat parmi les spécialistes d'Hippocrate, déjà, parce qu'on ne sait pas si les serments d'Hippocrate est vraiment d'Hippocrate ou des pythagoriciens, mais là, c'est plus des questions de spécialistes. Et en plus, il faut savoir que si on lit les serments d'Hippocrate, il dit « Je ne mettrai à personne du poison s'il me le demande ». Donc, on voit que le problème n'est pas vraiment celui de la mise à mort, mais c'est plutôt la question de la réputation du médecin. Donc, c'était la question de l'empoisonnement. C'est ça qui préoccupait à l'époque. Et c'est aussi parce que on considérait les bons médecins, c'était pour la question du poison et la réputation du médecin, les bons médecins étaient celui qui arrivait à guérir et dont les patients ne mouraient pas. Et donc, il y avait aussi dans de l'art d'Hippocrate, dans son autre texte, effectivement, on dit que aussi il y avait quelque chose par rapport aux limites de la médecine. Et donc, un bon médecin était celui qui était capable de reconnaître les signes de la mort. Et donc, en connaissant ces signes de la mort, il décidait de s'éloigner des mourants. Donc, l'accompagnait pas, les médecins hippocratiques n'accompagnaient pas les mourants parce que c'était la question de la réputation était aussi la question de reconnaître les limites de son art, de l'art médical, pour ne pas faire confusion avec un art qui sera divin. Donc là, on voit déjà un premier argument qui va être contredit, qu'on utilise souvent aujourd'hui comme argument d'autorité. Et ta deuxième question, c'était? Ma deuxième question, donc c'était peut-être plus pour Véronique et Michel. Il y a beaucoup, d'ailleurs, bon, je parlais des maladies neurologiques, mais il y a beaucoup de questions autour de est-ce que ce projet de loi va pouvoir répondre à toutes les situations de personnes qui demandent à mourir et qui ne trouvaient pas de réponse dans la loi Claes-Leonetti. Donc voilà, quelle interprétation vous en faites? Les questions portent sur les maladies neurodégénératives, sur les maladies psychiatriques, les personnes lourdement dépendantes sans possibilité d'amélioration. Voilà, quelle interprétation en fait? Vas-y. Moi, je veux bien peut-être lier les deux questions parce que effectivement, actuellement, on assiste dans les voies médicales et soignantes qui s'expriment une crainte, une opposition à ce projet de loi. Mais ce qui est important de considérer, une fois de plus, c'est qu'on soigne pas avec des lois. Et quand ces soignants qui s'expriment et qui peut-être inquiètent d'autres soignants parlent de dérives possibles, c'est ne pas se faire confiance comme soignant sur le fait que, eh bien, notre mission première, c'est d'accueillir le patient
tel qu'il est, tel qu'il se trouve dans sa situation, d'analyser avec lui sa situation et de mobiliser toutes les ressources de soins pour, dans un projet de soins construit avec le patient, tenter d'apaiser sa souffrance et d'apporter des réponses à ses problèmes de santé. Ce qui veut dire que, bien sûr, si un malade atteint d'un trouble psychiatrique demande à mourir, c'est pas parce qu'il y a une loi que on va l'exécuter, n'est-ce pas, et mettre fin à ses jours. On sera soignant et donc on comprendra sa situation. Ça veut dire qu'on aura analysé tous les termes et s'il souffre d'un problème psychiatrique, une fois de plus, même avec une expression de ne plus vivre, ça ne veut pas dire non plus que tout trouble psychiatrique sera définitivement exclu, parce que malheureusement, il y a des patients qui souffrent de troubles psychiatriques qui sont incurables, et il m'est arrivé de voir, d'accompagner une jeune femme qui avait passé des années dans les hôpitaux psychiatriques, et finalement les soignants avaient décidé de ne plus l'alimenter, et elle est morte quelques jours plus tard. Donc voilà, il y a même en psychiatrie des troubles extrêmement sévères, incurables, qui évoluent inéluctablement vers la fin de vie et qui ne sortent pas du contexte de cette loi. Donc il n'y a pas a priori des maladies qui sont exclues par cette loi. En revanche, ce qu'il y a, c'est bien sûr une analyse soignante des conditions pathologiques qui affectent le malade. Voilà. Véronique, je te laisse. Merci. Alors, moi, je considère qu'aujourd'hui, l'exercice de la médecine a un peu changé depuis le temps d'Hippocrate, et que peut-être que l'équilibre des choses du temps d'Hippocrate n'est plus exactement transférable à l'époque d'aujourd'hui. Milena nous dira ce qu'elle pense de cette interprétation, mais donc il me semble que la médecine est devenue tellement efficace, peut-on dire, qu'elle est capable aujourd'hui de repousser les limites de la mort beaucoup plus que ce n'était du temps d'Hippocrate. Et donc, si elle est capable de repousser les limites de la mort à l'extrême, elle est aussi capable de ne le faire pas forcément toujours pour une très bonne qualité du patient, et qu'il y a un moment où parfois les inconvénients l'emportent sur les avantages, et qu'à ce moment-là, peut-être, il participe de la responsabilité de la médecine de savoir dire, eh bien, j'ai malgré moi contribué à une situation qui aujourd'hui n'est plus vivable pour le patient, et c'est lui qui sait si elle est vivable ou pas. Et s'il me dit qu'elle est invivable, eh bien, moi, ça peut faire partie de mon job de soignant que de l'entendre. De l'entendre, il faut absolument l'entendre. Ensuite de ça, d'y répondre, c'est une autre question. Mais en tout cas, de ne pas balayer cette demande d'un revers de main. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense, moi, que ce projet de loi, tel qu'il est rédigé actuellement, laisse beaucoup de gens sur le bord de la route. Et que ce projet de loi est problématique parce qu'il est extrêmement inégalitaire pour les citoyens. Je prends par exemple l'exemple d'un patient qui est atteint de la maladie de Charcot. On a dit beaucoup que ce projet de loi a été fait pour les patients qui étaient atteints de SLA, de sclérose latérale amyotrophique. Or, apparemment, ce que dit le projet de loi, c'est qu'il faut que la personne n'aura le droit d'accès à l'aide à mourir que si son pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Et malheureusement, nous médecins, nous avons beaucoup de mal à nous prononcer de façon certaine sur le pronostic vital. Et nous sommes tous les jours trompés par la réalité de la vie, de la maladie et des patients, dans un sens comme dans un autre, du reste. Et donc, toutes les études de recherche de par le monde qui existent et qui ont été faites, où on interroge et les infirmières, et les soignants, et les médecins sur, à votre avis, parmi ces patients-là, lesquels ne seront plus dans le service dans 15 jours, eh bien, vous avez un taux
d'échec ou de non bonne réponse qui est absolument colossal. On le sait tous, et donc je pense que c'est un très mauvais critère. Et ce que je ne voudrais pas, moi, c'est que ce critère contribue à dénaturer l'intention du projet de loi et à le vider de sa possibilité, parce que les médecins ne pourront jamais dire de façon certaine ce patient ne sera plus là dans 3 mois. Je vous rappelle que c'est quand même comme ça que la loi Claes-Leonetti et le processus précédent de sédation profonde et continue jusqu'au décès a été complètement, pour moi, dénaturé de son intention en 2016 par l'interprétation qu'en a fait la HAS quand elle a interprété le court terme. On pouvait accéder à la sédation profonde et continue jusqu'au décès si on avait un pronostic vital engagé à court terme. Moi, innocemment, quand j'ai entendu ce projet de loi pour la première fois, je pensais que le court terme, ça pouvait être peut-être même jusqu'à 3 mois, parce que finalement, pour quelqu'un à court terme qui est malade, ça peut être 3 mois. Et la HAS a considéré que c'était 3 jours ou 4 jours. Donc, évidemment que ça réduit considérablement le champ des patients qui peuvent accéder à ce moment-là au projet de loi. Donc voilà, pour moi, ce moyen terme est un vrai problème parce que ça exclut beaucoup de gens pour lesquels on est incapable de se prononcer de façon claire sur la durée du pronostic vital. Par ailleurs, ça exclut aussi tous les patients qui sont dans des états de handicap très lourds du fait d'un accident, par exemple. Voilà. Et ces gens-là, comme l'était Vincent Humbert ou comme le sont les grands tétraplégiques, sont des gens qui, a priori, n'ont aucune raison de mourir, mais ils vont rester très lourdement handicapés toute leur vie. Il y a des gens qui, avec ça, continuent de penser que la vie est tout à fait sympathique et qui ont envie de la continuer et voilà, et d'en faire leur affaire, et d'autres qui, à un moment donné, ne le supportent plus. Et ces personnes me semblent finalement plus à risque de souffrance très longue, très inapaisable et insupportable que même peut-être des patients dont on est sûr qu'ils vont mourir dans 2 ou 3 mois, parce que finalement, ils vont, eux, souffrir de façon beaucoup, beaucoup plus longue, quoi. Et donc, c'est ce motif-là qui a fait modifier la loi canadienne il y a quelques années. Perrine pourrait en parler mieux que moi. Et il me semble que c'est vraiment un peu dommage de partir sur un projet de loi qui a mis tellement de temps à aboutir à une autorisation d'aide à mourir et de limiter l'accès à si peu de monde. Et enfin, le dernier exemple que je voudrais donner, c'est l'exemple des personnes âgées. Une fois de plus, je sais que c'est pas du tout entendable pour l'instant dans la société française, mais j'insiste sur cette question. Il y a beaucoup de personnes très âgées qui sont parfaitement capables de dire que leur vie est devenue insupportable. Insupportable parce qu'elles souffrent de petits polyhandicaps. Elles ne peuvent plus voir, plus lire, plus entendre, plus marcher, plus sortir de chez elles, plus rien faire de leur journée, si ce n'est d'attendre une visite qui parfois ne vient pas. Et on ne peut pas, voilà, parfois faire plus pour entourer ces gens-là que d'avoir qu'une visite de temps en temps. Et ces gens parfois disent, ma vie est devenue une vraie souffrance, à la fois parce que j'ai des douleurs partout et en même temps parce que je ne vois plus de sens à cette vie. Et ces gens-là, eh bien, j'ai peur qu'ils ne soient pas du tout entendus et qu'ils n'aient pas du tout accès à ce projet de loi. Parce qu'on considérera que du fait de leur vieillerie, ils sont plus autonomes et que ce qu'ils disent ne doit pas être pris en considération. Ils sont hétéronomes. Combien de personnes vieilles ont dit facilement d'elles qu'elles sont hétéronomes, qu'elles n'ont plus tout à fait leur tête, qu'elles ont des petits troubles cognitifs, etc. Et deuxièmement, personne n'est capable de dire combien de temps ça va durer jusqu'à ce que véritablement ils en soient à la porte de la mort. Donc eux non plus, pour des questions de pronostic à court terme ou moyen terme, ne pourront pas accéder à ce projet de loi. Merci Véronique. Pour faire écho, on a eu quelques témoignages dans le chat, dont une d'une personne parlant de sa mère de 92 ans avec une artérite dégénérative, un début de démence et qui demande de manière répétée à mourir et qui donc s'interrogeait sur les possibilités ouvertes ou non par le projet de loi.
Perrine, peut-être que tu peux rebondir. Ce critère du moyen terme qui est beaucoup discuté en ce moment à l'Assemblée nationale et aussi dans la presse, dans des tribunes, etc. Il existe dans d'autres législations, ou comment est-ce que ce critère peut être formulé autrement dans d'autres lois? Alors, le critère du moyen terme dit comme tel n'existe pas ailleurs. Comme je vous le disais, soit les pays, et ce sont plutôt les pays anglo-saxons loin de nous, qui ont fait ce choix de limiter l'accès à l'aide active à mourir aux personnes ayant un pronostic vital engagé à 6 mois, ou en Australie à 12 mois pour les maladies neurodégénératives. Donc, on voit déjà l'extension. Et puis, quand on s'intéresse aux recommandations dans ces pays-là, on voit bien que le critère en fait de 6 mois est une indication, puisque comme l'ont très bien dit Michel et Véronique, qui peut dire pour sûr que le pronostic vital est engagé à 6 mois. Donc, on voit bien, quand on va lire les recommandations sur place, que ce sont, comme je vous disais, des indications pour dire il y a une grande probabilité pour que la personne décède dans les 6 prochains mois, mais on voit que c'est déjà quand même pas si évident. Les autres pays plus proches de nous et tous nos pays limitrophes n'ont pas décidé de mettre ce critère, mais plutôt de distinguer deux procédures en fonction de ce qu'on considère être un pronostic vital engagé ou non. Et on parle soit de mort attendue à brève échéance pour ce qui est de la Belgique, ou au Canada un peu plus loin, on parle de mort raisonnablement prévisible ou non raisonnablement prévisible. Donc ça reste à l'appréciation du médecin qui a en face de lui le patient, et selon s'il considère que le patient va mourir plus ou moins rapidement, il lui incombe des obligations différentes, c'est-à-dire que pour un pronostic vital engagé à plus long terme ou avec une mort non raisonnablement prévisible, on va ajouter par exemple une troisième consultation d'un autre médecin. On va ajouter des délais supplémentaires entre la demande et la possibilité de la réalisation de l'acte, etc. Donc en fait, on ne limite pas à un pronostic vital engagé à court terme, mais on distingue deux procédures selon l'appréciation du médecin et toujours la demande du patient. Je voulais quand même ajouter sur la maladie psychiatrique, Michel en a un peu parlé, mais déjà de rappeler que dans les chiffres, les pays qui l'autorisent, qui sont peu nombreux, qui sont la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse, si je ne me trompe pas, ces pays-là, les aides à mourir pour maladie psychiatrique seule représentent environ 1% des euthanasies réalisées. Donc on est dans des cas, comme le disait Michel, ce n'est pas parce que le pays l'autorise qu'on est sur des proportions importantes de patients qui y ont finalement accès. Et pour revenir en France et à notre projet de loi, on a quand même la mention que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. Ce qui, selon moi, est tout de même un peu problématique, puisqu'on suggère que même si un patient atteint d'une maladie psychiatrique est également atteint d'une maladie somatique, alors on lui refuse la possibilité de pouvoir demander une aide à mourir, y compris si son pronostic vital est engagé, sur le seul prétexte que la maladie psychiatrique altère son discernement en général. Ce n'est pas du tout le cas dans les pays qui, lorsqu'ils excluent la maladie psychiatrique seule, et c'est le cas du Canada par exemple pour l'instant, n'exclut pas que si un patient atteint d'une maladie psychiatrique et atteint d'une maladie somatique, ne puisse pas avoir recours à l'aide à mourir. Donc on peut avoir des patients atteints de cancer qui demandent l'aide à mourir et qui peuvent avoir accès à l'aide à mourir au Canada, même s'ils ont une altération de leur discernement liée à une maladie psychiatrique, puisqu'on considère que la demande d'aide à mourir n'est pas dépendante de la maladie psychiatrique. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ça me paraît aussi une spécificité là assez problématique qui a été ajoutée dans notre projet de loi, puisqu'on discrimine, au-delà de tout ce que Véronique a pu détailler sur les maladies neurologiques et les personnes âgées atteintes de polypathologie ou de grande vieillesse, on discrimine également tout patient atteint de maladie psychiatrique, y compris s'il a une autre maladie. Merci Perrine, et il me semble que c'est d'ailleurs un point qu'ont soulevé nos associations du champ de la psychiatrie. Leur plaidoyer devrait
prochainement sortir. J'ai repéré quelques questions concernant les directives anticipées. Donc des personnes s'interrogeant sur quel est leur avenir, est-ce qu'elles seront toujours utilisées comme avant, est-ce qu'elles sont amenées à évoluer. Alors je sais pas qui souhaite Oui, moi je vais peut-être pas répondre strictement d'un point de vue du droit. D'abord, pardon, 2 secondes, je reviens en arrière sur tout ce qu'on vient d'évoquer concernant les critères. Je pense que cette étape, pour essayer de faire émerger un texte où il n'y ait pas un dissensus profond entre les professionnels de santé qui s'expriment et la population générale, c'est déjà important, c'est un pas en avant, et on voit bien que finalement, au-delà de la loi, ce qui va être important, c'est l'appropriation. On a bien vu avec la loi Claes-Leonetti que comme les professionnels de soins palliatifs étaient globalement hostiles, elle a peu et mal vécu cette loi qui ouvrait à la sédation profonde continue jusqu'au décès, et puis qui a eu des arbitrages assez politiques avec la HAS pour, après la promulgation de la loi, préciser le terme de la fin de vie de manière très restrictive. Donc ce qui va être important, ça va être aussi la suite et le travail d'appropriation à la fois par les patients, les associations de patients, avec les professionnels de santé, mais aussi, je pense que c'est vers ça qu'on doit évoluer, vers les médiations en santé, parce que c'est, on peut imaginer, c'est là où on peut avoir bien sûr des inégalités, hein, si le patient se retrouve avec des praticiens, et c'est pour ça que la collégialité est importante, mais au-delà de la collégialité, pouvoir aussi faire intervenir des médiateurs en santé me paraît une façon, une certaine garantie pour que cette loi vive sans être à la merci des représentations, en plus de la clause de conscience, bien sûr. Et pardon, sur les directives anticipées, je vais pas tant en parler d'un point de vue du droit, parce que là, déjà depuis 8 ans, avec la seconde loi Claes-Leonetti, il y avait déjà des choses, mais en fait, ce qui s'est passé principalement, c'est que c'est surtout les directions hospitalières qui s'en sont saisies comme critères de certification des établissements de santé, ce qui avait peu d'intérêt de manière très comptable. Or, on l'a peu fait vivre dans la relation de soins pour mieux connaître le malade, pour sous la forme effectivement de discussions anticipées. Et ça aussi, c'est une phase d'appropriation qui est tout à fait nécessaire pour que ça vive vraiment dans la relation de soins. Je parle bien sûr pour les maladies chroniques sur lesquelles une anticipation est possible. Merci Michel, et peut-être Véronique, pour continuer sur les directives anticipées, il y a quelques questions pour savoir si ce serait une bonne idée que les directives anticipées puissent contenir devenir des demandes spécifiques pour l'aide à mourir, pour le cas où la personne ne serait plus en capacité de s'exprimer le moment venu. Est-ce que ça pourrait être un bon outil? Est-ce que c'est trop risqué? Est-ce qu'il faut s'en tenir au consentement vraiment de la personne réitéré sur le moment? Bon, je crois que c'est toi la spécialiste des directives anticipées, ma chère Stéphanie. Alors, bon, je veux bien raconter 3 petits trucs, mais bon, c'est peut-être toi qui compléteras. Ce que je pense, moi, c'est que il faut absolument que puisse être introduit dans les directives anticipées la demande d'aide à mourir. Parce que c'est à ça que ça sert. Si on interdit d'écrire ça dans des directives anticipées, ça n'a pas de sens. Ça, à mon avis, dénature complètement le concept et l'idée même de directive anticipée tel qu'il avait été conçu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a une grande différence entre des directives anticipées qui sont écrites quand on n'est pas malade et des directives anticipées qui sont écrites quand on est confronté à la maladie grave ou à la mort prochaine. Et donc, théoriquement, je pense que, enfin pas théoriquement, très pratiquement, la loi est claire, elle dit que le patient doit demander l'aide à mourir au moment ultime et qu'il doit être en capacité de le faire. Et donc, je pense que c'est comme cela aussi que ça existe dans tous les pays à l'étranger. Alors, pose la question des patients qui ont des troubles cognitifs graves. Mais ces patients qui ont des troubles cognitifs graves, très souvent, il y a une phase où ils ont appris qu'ils allaient avoir une atteinte cognitive qui allait s'aggraver et où ils ne le sont pas encore. Donc,
je trouve que ce qu'ont fait les Belges de ce point de vue-là est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils disent, à partir du moment où les directives anticipées ont été écrites, alors que la personne connaissait son diagnostic et savait quelle évolution allait prendre sa maladie, s'il a écrit clairement qu'à tel stade, il voudrait une aide à mourir, nous considérons que ces directives anticipées sont valables et doivent être respectées par le corps soignant. Voilà, moi je pense que ça me paraît une façon raisonnable de faire. Ceci dit, je ne pense pas que jamais l'outil de directive anticipée remplira exactement l'espoir qu'on en a, c'est-à-dire que tout le monde les écrive. Merci. Oui, est-ce que je peux compléter juste rapidement sur directive anticipée liée à l'aide à mourir, juste pour préciser qu'en fait, on peut en distinguer 3 types autres que les directives anticipées qu'on connaît sous le coup de la loi Claes-Leonetti et de la loi Leonetti. Quand il s'agit d'aide à mourir, en fait, il peut y avoir plusieurs types de directives anticipées, ce que mentionnait Véronique, c'est-à-dire une personne à qui on diagnostique une maladie neurodégénérative et qui sait qu'elle va perdre sa capacité de discernement du fait de troubles cognitifs et à ce moment-là, écrire des directives anticipées pour le moment venu, avoir accès à une aide à mourir dans les conditions qu'elle aura choisies. En fait, ça reste très marginal. Hein, c'est que aux Pays-Bas et en Espagne, et ça concerne moins d'une dizaine de cas dans la dernière année. Le deuxième type de directive anticipée quand il s'agit d'aide à mourir, c'est ce qu'on voit en Belgique et au Luxembourg, c'est-à-dire des personnes bien portantes qui disent si je me retrouve dans une situation de coma irréversible, je voudrais pouvoir avoir accès à l'aide à mourir. Donc on est dans un cas de troubles, là non pas cognitifs, mais de troubles de la conscience. Donc c'est un deuxième type de directive anticipée qu'on peut imaginer avec l'aide à mourir. Et le dernier type qui est au Canada, alors on peut l'appeler directive anticipée puisqu'en fait c'est un contrat écrit entre le médecin et le patient qui, dès lors que le patient est estimé éligible à accéder à l'aide à mourir, il peut signer avec son médecin le fait que s'il perd la capacité de discernement ou s'il a des altérations de la conscience, le jour J, le moment venu qu'il aura choisi pour l'aide à mourir, alors le médecin sera autorisé à lui administrer tout de même l'aide à mourir qu'il demandait. Et en fait, ça a été ajouté au fur et à mesure quand il y a eu une révision de la loi au Canada, puisqu'on s'est rendu compte que dans les cas de patients atteints de cancer, en fait, les patients pouvaient perdre leur capacité de discernement ou avoir des troubles de la conscience du fait de sédatifs, le plus souvent pour gérer leur douleur. Et donc, du coup, ne plus être en capacité de demander ou ne plus être conscient pour demander le jour J ou pour réitérer leur consentement le jour J. Et donc, on a ajouté ce type très spécifique de contrat entre le médecin et son patient au moment où il est considéré comme éligible à l'aide à mourir et qu'il a choisi la date du jour J. Donc voilà, c'est pour distinguer un peu les différents types de directives anticipées qu'on peut trouver quand il s'agit d'aide à mourir spécifiquement. Merci beaucoup, Perrine. J'ai repéré une question peut-être plus pour Milena. Quelqu'un se demande si le dissensus qu'on voit apparaître, en tout cas dans les prises de position des uns et des autres, est un dissensus réel ou si c'est le fruit d'une surmédiatisation. Donc peut-être pour faire le lien avec ton objet d'étude, est-ce que le débat a toujours été aussi vif et aussi binaire dans le temps ou est-ce que c'est propre à notre époque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouveaux arguments qui peuvent expliquer ces positions très cristallisées? Alors, en effet, si on examine les débats sur l'euthanasie, ou ce qu'on appelait euthanasie, là aussi un terme qui a pris de significations différentes au cours de l'histoire, on peut voir, si on remonte à ce que on considère les premiers débats contemporains sur l'euthanasie, qui datent de 1870, et c'est à la suite de la découverte des anesthésies, où il y avait cette proposition, effectivement, d'utiliser l'anesthésie non seulement pour soulager les douleurs de la mort, mais pour aider la mort à survenir. Et là, c'était en 1870, et là, tout de suite, il y a eu une forte opposition.
Et donc, on a vu les oppositions et les arguments qu'on utilisait à l'époque, en 1870, on les retrouve aujourd'hui. Par exemple, on disait, oui, mais alors ça ne respecte pas les caractères sacrés de la vie ou la sacralité de la vie, ça va à l'encontre de la sacralité de la vie, ou encore c'est la pente fatale, c'est ouvert à tous les dérivés possibles, donc c'était 1870. Et un autre argument qui était utilisé un peu plus tardivement, c'était en 1884, donc il y a les médecins qui ont pris position et ont introduit cette distinction entre tuer et laisser mourir. Et ils disent en termes de façon logique, certes, il n'y a pas de distinction entre les deux pratiques, mais pour nos sentiments, c'était les sentiments qui touchaient, ben, c'est plus difficile de tuer. Donc, effectivement, après, à fur et à mesure, dans d'autres débats qu'il y a eu au fil des siècles, donc 1913, toujours on voit, c'est l'argument l'intention, on a trouvé. Il a été introduit les principes des actions à double effet. Donc, on voit tous ces arguments éthiques qu'on reprend pour s'opposer à l'euthanasie ont toujours existé. Il y a toujours été ces oppositions. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi certains arguments qu'à des périodes historiques ont été utilisés pour s'opposer à l'euthanasie ou l'aide de mourir, par la suite ont été utilisés à faveur. Par exemple, c'est, bon, je cite moi le typique la dignité de la vie, mais aussi c'était la sacralité de la vie, parce que finalement, ce qui compte, certes, la vie est sacrée, mais à certaines conditions. Donc, ne doit pas être une vie de douleur, doit être une vie agréable. Donc, on voit finalement tous ces débats et ces changements d'arguments au fil des siècles. Ce qui nous apprend, c'est que finalement, ce qui importe, c'est vraiment une réflexion sous-jacente sur ce que chacun considère la valeur de sa propre vie et ce qui fait que sa propre vie a une dignité ou une sacralité. Merci Milena. Très intéressant de voir que c'est aussi vieux. Peut-être qu'on devrait suggérer aux députés de se plonger dans les débats de 1870. Il y avait une question là. Oui. Je voudrais juste ajouter quelque chose là-dessus. Moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas chercher le consensus sur ce sujet-là, qu'on ne l'aura pas, et que c'est une question qui a toujours, comme vient de le souligner Milena, été extrêmement débattue, et qu'on a beau faire des arguties, ça n'a jamais marché. Donc voilà, soit on pense qu'on y va et que l'aide à mourir est quelque chose qui est acceptable, mais je crois qu'on n'aura jamais un consensus et une loi votée à l'unanimité comme on les a eues pour les lois précédentes. Et qu'il faut l'accepter. Stéphanie ? Oui. Stéphanie, si je peux me permettre, il y a aussi pas mal de questions concernant l'aide et le soutien du personnel soignant qui sera en charge de cela. C'est un sujet qui a été évoqué. Je pense que c'est important aussi de le traiter avant la fin de ce webinaire. Merci. Michel, peut-être? Oui, je veux bien. Effectivement, bon, on entend, hein, il y a une grande réticence, inquiétude de la part des professionnels avec différentes motivations. Et ça me paraît tout à fait important pour à la fois l'appropriation de la loi, qu'elle puisse vivre, et puis pour l'avenir, bien sûr, du soin, de la relation de soins pour les patients, les aidants, de pouvoir être accueillis dans leur situation, dans leurs demandes, dans de bonnes conditions. Et ça, je pense que ça passe beaucoup par l'accompagnement des soignants. Déjà aussi en termes de connaissances et de compétences. Voilà, on voit bien déjà dans les différents services hospitaliers une grande inquiétude vis-à-vis de la sédation profonde, comme si c'était aussi un geste de soin extrêmement spécifique qui nécessitait un environnement tout à fait spécifique. Je pense aussi que c'est un effet, mais induit par le développement des soins palliatifs. Et je trouve que c'est un des mérites de cette loi dans le projet des soins d'accompagnement, c'est de montrer à quel point les soins d'accompagnement sont plus larges que les soins palliatifs et concernent d'ores et déjà à peu près tous les professionnels de santé qui accompagnent des patients atteints de maladies chroniques sévères, hein, c'est-à-dire à peu près tous les champs de la santé. Et donc, voilà, maintenant, ces professionnels auront besoin, en termes et de formation, et d'accompagnement, et de soutien, et de retour
sur le vécu d'accompagnement, notamment par des équipes de liaison, des médiateurs en santé, et ça, il faudra qu'on puisse le développer. Merci. Il y a une question qui revient, qui me semble est importante, qui est est-ce qu'il n'aurait pas fallu, on l'a aussi beaucoup entendu dans le débat, développer d'abord les soins palliatifs? Est-ce que l'aide à mourir, c'est pas finalement une forme de facilité? Est-ce que on va pas favoriser des recours à l'aide à mourir par défaut d'accès à des soins palliatifs? Voilà, je pense que peut-être Michel et Véronique, vous avez des retours d'expérience sur cette question qui inquiète quand même beaucoup et à juste titre. Bien sûr. Moi, je peux juste dire que les patients qui m'ont fait évoluer sur le sujet sont des patients surtout atteints de maladies neurodégénératives en l'occurrence, et qui avaient un environnement socio-familial et des soins palliatifs vraiment de grande qualité, et pourtant qui restaient en situation de souffrance réfractaire. Et c'est important, de même que les professionnels de soins palliatifs ont reconnu les limites du curatif, il est aussi important de reconnaître aujourd'hui les limites rares mais existantes des soins palliatifs à apporter un soulagement dans ces situations de souffrance réfractaire. Donc, je ne pense pas qu'il faille, il faut mener les deux sujets à part entière, et l'un d'ailleurs est en termes de santé publique plus important que l'autre, le développement des soins d'accompagnement. Et à cet égard, je trouve que le titre 1 de la loi sur les soins d'accompagnement est très ambitieux, et elle a, une fois de plus, à la hauteur des bouleversements de la médecine de ces dernières décennies. Une fois de plus, c'est-à-dire que aujourd'hui, la question des soins d'accompagnement concerne à peu près tous les champs de la médecine et nécessite à la fois en termes de formation, mais aussi de mobilisation, y compris dans la solidarité. Ça n'est pas que une question de soins et de médecine, c'est aussi une question de vie, de qualité aussi d'étayage dans le lien social, dans l'accompagnement. Et ce projet de soins d'accompagnement me paraît prendre la mesure de cet enjeu sociétal fondamental. Merci. Oui. Oui, je vais dans le même sens que Michel. Moi, je trouve très intéressant ce changement de dénomination, de parler de soins d'accompagnement. Et il me semble que ces soins d'accompagnement devraient monter bien plus en amont que ce que font les soins palliatifs aujourd'hui, et c'est vraiment leur souhait, je pense. C'est-à-dire commencer à prendre en charge les patients dès l'annonce d'une maladie grave, aussi bien par de la kinésithérapie, des conseils diététiques et des médecines parallèles que des soins véritablement palliatifs, comme on les entend aujourd'hui. Et donc, tous ces soins de support qu'on a appelés pendant très longtemps des soins de support me paraissent importants pour l'accompagnement. Doivent s'inscrire dedans les soins palliatifs, bien sûr, tels qu'on les connaît, mais aussi l'accompagnement à mourir et l'aide à mourir active. Et je pense que la formation des soignants est très importante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut former les soignants à toute la chaîne, finalement, de la prise en charge, de l'accompagnement. Et l'aide à mourir, pour moi, fait partie de l'accompagnement. Je pense que c'est aussi extrêmement dommageable de séparer les deux chemins. Le chemin de l'accompagnement palliatif d'un côté et le chemin de l'aide à mourir de l'autre. Moi, dans mon expérience, comme celle de Michel, j'ai vu beaucoup de patients avoir besoin et être très bien accompagnés par les soins palliatifs, et néanmoins, à un moment donné, nécessiter et demander quelque chose d'autre. Et à l'inverse, j'ai vu des patients qui, au début, demandaient une aide à mourir et qui, finalement, avec une aide des soins palliatifs, se sont dit, eh bien, ce chemin-là me convient bien. Donc, je pense que c'est vraiment extrêmement dommageable de montrer ce projet de loi comme un projet équilibré, parce que d'un côté, on fait ci et d'un autre côté, on fait ça, comme s'il n'y avait pas les mêmes soignants qui allaient s'occuper de ces deux parties-là du dispositif. Et je plaide beaucoup pour que ce soit un dispositif conjoint. Voilà. Alors, évidemment, ensuite de ça, mais ça, on est tous d'accord entre nous, il faudrait que tous les soignants aient une culture palliative et soient capables de cet accompagnement palliatif et qu'ils soient formés à cela. Probablement que
ce n'est pas si difficile, même si, de fait, pour que tous soient formés à ça, il faut des professeurs de soins palliatifs et il faut des gens qui aient la compétence nécessaire pour former les autres. Mais il me semble que c'est vraiment quelque chose qui devrait s'inscrire dans l'exercice médical, dans beaucoup de nos spécialités. Peut-être il reste quelques minutes et il y a un sujet qui est apparu là dans les dernières questions, qui est celui des proches, de l'accompagnement des proches aidants. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce projet de loi, c'est cette possibilité qu'un tiers non soignant, donc potentiellement un proche, puisse faire un geste pour aider à l'aide à mourir. En parallèle, on attendait, on avait annoncé, en tout cas Emmanuel Macron avait annoncé tout un volet consacré à renforcer les droits des aidants qui s'est réduit un petit peu à peau de chagrin. Donc voilà, une question peut-être pour Perrine, est-ce que cette possibilité existe dans d'autres législations? Et puis ensuite pour tous les intervenants, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité ouverte? Perrine? C'est la possibilité pour le proche de faire, c'est ça? Oui, exactement. Oui, bah, comme je le précisais au début, ce serait quelque chose d'inédit en sorte, puisque ça n'existe pas dans d'autres pays. Les législations sur l'aide à mourir concernent essentiellement le médecin, que ce soit pour la prescription, l'administration ou même la procédure en général, puisqu'il n'y a pas non plus d'obligation dans les lois à consulter d'autres soignants, c'est recommandé. C'est aussi généralement proposé à ce qu'on demande au patient s'il est d'accord pour qu'on rencontre son équipe soignante ou ses proches, mais ça n'est pas une obligation. Ce sont plutôt les recommandations qui vont s'attarder sur le reste de l'équipe soignante et sur l'accompagnement des proches. En tout cas, pour ce qui est l'administration de la substance par un proche, ça n'existe pas ailleurs. Non. Merci. Et peut-être Véronique et Michel, quelle est la place des proches dans ces demandes d'aide à mourir? Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Dans mon expérience, moi, un patient qui demande une aide à mourir, il a commencé par convaincre un proche. Et ce proche qui est vraiment proche, et sa personne de confiance. Et d'une certaine façon, il s'est d'abord convaincu lui, et ça lui a pris du temps. Ensuite, il a eu du mal à en parler à son proche. Mais pour lui, c'est absolument capital que le proche accepte ça, de façon à ne pas se sentir lui-même, la personne concernée, le patient, coupable de faire ressentir à son proche qu'il ne se serait pas suffisamment bien occupé de lui et que donc il n'aurait plus envie de vivre parce qu'on l'a abandonné familialement. Et donc, vraiment, alors, je ne dis pas que je suis représentative, mais pour moi, c'est une expérience très forte. Je n'ai jamais vu quelqu'un demander une aide à mourir sans qu'il soit accompagné par un proche qui lui a dit « Je suis triste, mais je comprends et je serai avec toi et je t'accompagne. » Pour moi, c'est ça le rôle du proche et la place du proche. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment compatible avec le fait que lui-même administre quelque chose. Ça, je ne sais pas, mais je pense que c'est peut-être beaucoup, quoi. Et surtout, ce que je pense, c'est que c'est le job du médecin d'administrer. Si le patient ne le veut pas, ne peut pas le faire pour lui-même, et peut-être que la condition ne peut pas le faire physiquement devrait, pour moi, sauter. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui peuvent physiquement, mais qui ne peuvent pas psychologiquement, qui ne le souhaitent pas, pour lequel c'est extrêmement brutal de s'auto-administrer ça. Eh bien, moi, je trouve qu'à ce moment-là, il faudrait que ce soit le médecin qui assume ça, mais pas le proche. Oui, et puis pour aller dans le... Véronique. Ah, pardon. Vas-y, Je vais Michel. peut-être juste dire que c'est important que les soignants qui ont aussi vocation à accompagner les proches, là aussi, dans la formation des soignants, parfois ne créent pas d'antagonisme entre le proche et le patient. Il arrive, comme Véronique, j'ai l'expérience qu'en général, le patient est partagé cette volonté avec ses proches, mais quand les proches s'en font l'écho auprès des médecins, parfois ils peuvent être
pris à partie comme si c'était leur volonté à eux d'abréger le terme de la vie. Et ça, bon, c'est plutôt vraiment dans la formation et l'accompagnement des soignants. Bon, il y a des situations, mais elles sont très rares, bien sûr, et on sait les reconnaître comme soignants qui peuvent tomber sous le coup du pénal, mais c'est quand même exceptionnel. Mais en revanche, ce qui n'est pas exceptionnel, c'est le fait que parfois les soignants semblent comme ça se porter garant des patients contre leurs proches. Et je pense que là-dessus, on a vraiment un chemin de travail. Voilà, l'accompagnement des proches fait partie, bien sûr, d'une préoccupation des soignants, mais ne doit pas se faire contre les renvoyer dos à dos. Et comme Véronique, je pense que ça reste un geste de soin qui doit être effectué par un médecin et pas par un proche. Merci. On arrive, je crois, au terme de notre heure. Oui, Stéphanie, juste pour clore, peut-être pourrions-nous avoir l'avis de chaque intervenant, toi comprise évidemment, sur la chose à faire après. Qu'est-ce qui pourrait améliorer le projet de loi, la loi, et qu'est-ce qui pourrait valoriser cette grande étape commune qui est franchie? Qu'est-ce que vous attendriez de plus de cette loi? Moi, je veux bien dire un petit mot. Bon, je l'ai souvent dit, mais je trouve qu'on ne soigne pas avec des lois. C'est important que cette loi puisse être votée et elle marquera vraiment un progrès dans cette possibilité pour les patients. Pour autant, il restera un grand chemin à faire pour les soignants notamment, mais aussi dans la société en termes de solidarité et d'engagement dans l'accompagnement des patients en fin de vie. Mais voilà, pour les soignants, il restera un grand travail d'appropriation. Et puis aussi, je pense que c'est un sujet auquel on n'a jamais vraiment réfléchi comme soignants, c'est-à-dire arriver en nous à faire la part entre nos positions personnelles, nos positions citoyennes et nos positions professionnelles. Et c'est important, il y a la clause de conscience, mais aussi de mettre cela au travail. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de sujets de santé qui mobilisent des valeurs personnelles ou des valeurs citoyennes et qui peuvent être aussi l'objet d'un dissensus, y compris en équipe. Et c'est important de mettre ces différentes dimensions au travail dans l'accompagnement professionnel. Eh bien, un grand merci. Je voudrais juste, avant de conclure, rappeler donc qu'il y aura une formation le 28 juin sur défendre les droits des usagers en fin de vie. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Asso Santé et je crois que mon collègue Frédéric Moreau vous a mis le lien dans le chat. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt, Véronique, Perrine et Léna et tout le monde. À bientôt au travail. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.